Alors, vous étiez en 92, avant la pub, hein, ça coule sur la question. En 92, vous êtes au RDPC. Oui. Dites-nous la vérité aujourd'hui. Qui avait gagné l'élection de 92? Frundi. Et qui a triché, nous? Parmi lesquels vous? Oui. Vous-même? Moi, je crois que j'étais même l'instigateur. Vous savez la question qui s'est posée? Laquelle? On a constaté que Biya avait perdu. Et il s'est posé un véritable dilemme. Nous étions... Je peux citer les morts, mais j'ai peur que les vivants craignent. Nous étions au centre, Foshivé, à Kamifou, à Madouali, Zemeka, Papa Achou, Achidi Achou, oui. Achidi Achou. Et j'avais dans mon équipe Zéro Mort et Henri Bandelo pour la communication. On a constaté que Biya avait perdu. Et je vous assure... Dans tout le Cameroun ou seulement à l'ouest ou ailleurs? Au nord-ouest. Il avait perdu partout. Il avait perdu partout. Sur le plan général? Sur le plan général. Dans tout cas, Frundi avait gagné. Alors, il s'est posé un véritable problème. Et c'était là où la conscience de chacun était appelée. Est-ce qu'on va laisser Frundi gouverner ce pays? Première question à tout le monde. Non. On ne peut pas laisser Frundi. Qu'est-ce qu'on fait? On change au profit de Bouba Bello, d'Adamou Damjoya ou de Kindi. Parce que les trois sont potables. On accepte. Mais lui, non. Moi, en tant que fils du péciste, j'étais le numéro 1 non. Pourquoi? J'ai vécu dans ma tendre enfance comment on a massacré les jeunes soldats dans l'UPC. Les chefs avaient des astuces. Ils prenaient les cartouches de chevrotine, ils ouvraient et ils enlevaient les plombs. Il ne restait dedans que la poudre. Et ils chargeaient dans le fusil. Et ils faisaient des simagrées et ils disaient à Ougar, tirez sur moi. Et on tirait, boum. Et il dit, vous voyez, rien ne se passe. Et il donnait ce truc aux gens que fumez. Dès que vous voyez les militaires, n'ayez pas peur. Le gars allait et on les faisait tomber comme des mouches. Quand quelqu'un arrive dans un pays en détresse et vous dit comme seul programme qu'il est magicien, Demchoutam Akasham, il dit que il est invulnérable. Et sa popularité a commencé à l'Ouest parce que l'Ouest a dit Biala est tellement fort qu'il n'y a qu'un sorcier pour le renverser. Voilà, tout le monde dit le sorcier c'est Frundi. Or, j'avais déjà dans mon intervention pour le décrire, dire que le Cameroun n'est pas un laboratoire où chaque apprenti sorcier va venir tenter ses expériences. Donc, il était question de faire que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Mais on a expérimenté quelque chose. On est allé voir les trois que je viens de citer. Et on a dit à chacun que Frundi vient de gagner. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit non. On ne peut pas jeter le pays dans l'eau. Ça serait grave. Et je vous dirais que ce que vous avez découvert au soir de sa vie a commencé dès ce moment-là. L'achat de conscience. Donc les autres, tous, ils sont vivants. Non, il y a Adamou qui est mort. On dit que non. Vraiment, donner à Biya. Donner à Biya. Donc si ce soir-là... Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas peur de faire des révélations comme celle-là? Non, j'ai pas peur parce que ça veut dire que
Parce que là, vous avez trahi en 92. Non, je ne trahis pas. L'histoire s'écrit. Il faudra un jour qu'on l'écrive. Parce que les gars racontent des histoires. On n'a jamais... c'était même un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'on avait perdu. Tout le monde sait également que l'opposition a gagné les législatives dans la même année 92 et qu'ils ont vendu. Donc ce n'est pas tout ça là. Il faut comprendre quand vous parliez de l'opposition. Quand un enfant attrape une panthère, il croit que c'est un chat, il peut le laisser partir. Moi, j'étais au RDPC quand l'opposition a gagné l'Assemblée nationale. Mais à notre grande surprise, chacun d'eux venait la nuit pour négocier avec nous. Donc, on s'est aperçu que ils ne sont même pas conscients qu'ils ont pris le pays. On a négocié. Ah, d'accord. Albert Zonga, ce matin, c'est vraiment chaud, Marie-Flora Massana. Très chaud, avec des déclarations également. Même si moi, j'aurais souhaité lui poser la question, il avait déjà commencé à le dire, parlant des élections de 92. À quel moment est-ce que ça a basculé? À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, notamment. Ça bascule à l'Assemblée nationale pendant que nous étions en train de voir comment faire. Est-ce qu'on fait le coup d'État? Est-ce qu'on dissout l'Assemblée tout de suite? Comment on va faire? Parce que si ces gars se réunissent, ils votent leur président de l'Assemblée, ils votent des lois, ils vont nous renverser. Qui tient l'Assemblée? Tient l'État. Le pouvoir, oui. Le pouvoir dans un pays démocratique. Oui. Mais on a été surpris de voir que les ténors, chacun venait se battre pour être Premier ministre, pour être ceci. Et continue, oui. Et tout de suite... Oui, honorable. Et je fais signe parce qu'il y a un peu de bruit à côté, qu'on a des travaux. Oui. Et tout de suite, nous on a pensé à deux choses. On a dit qu'il faut débaucher. On a donc envoyé M. Tchouta, qui tenait le port, c'est-à-dire il avait l'agent du répondant. Le gombo. On a dit, va voir les députés de l'Ouest, essaye de les acheter. Il est allé acheter les députés UNDP de Bamboutos en donnant à chacun ce qu'il aurait pu gagner pendant 5 ans. C'est-à-dire combien? À l'époque, le député gagnait 500 000. Nous, c'était même pas trop riche comme maintenant. Donc, il a donné 25 millions à chacun. Non, 500 000, ça fait quoi? Ça fait 6 millions par an. Ça fait 6 millions par an. 30 millions. 30 millions. Oui, donc chacun a eu 30 millions. Chacun a eu 30 millions. Ça ne s'arrête pas là. Ils sont venus démissionner. Et c'est là où, quand j'ai rendu hommage au professeur Oona Joseph, oui, j'ai relevé ce qui s'est passé. Mais le RDPC était tellement idiote qu'il ne s'était pas aperçu que dans la loi, dans l'ancienne loi, on disait que si tu démissionnes, ton suppléant prend ta place. Oui. Donc on avait donné 30 millions à chacun et peut-être 5 millions aux suppléants. Bouba Bello a convoqué tous les suppléants pour dire, mais vous faites quoi là? Vous avez eu de l'argent que vous avez gagné. Ils sont tous venus siéger à l'Assemblée. Donc on a fait un coup d'épée dans l'eau. Donc on a perdu l'argent et tout. Ah donc ça vous arrive aussi? Bon, on se retrouve au point de départ. Ils sont 91 et nous on est 88 ou quelque chose comme 92 et on est 88. Pendant ce temps, Kodok et son ami montent les enchères. Et c'est Fauchevé qui dit, mais dans tout ça, Dakoulé est où? Parce que Dakoulé m'avait appelé, c'est quelqu'un que j'ai connu quand il était à Sotu, qu'on était très amis. Il m'a appelé, il dit, Zonga, va dire à Bia, quand tu vas manger avec lui, qu'au nord, il n'y a pas que des moutons. Il y a quelques boucs. Et j'en fais partie. C'est-à-dire, il était... oui. Il voulait en découdre avec tout ce qu'il a souffert en prison. Quand on a enregistré les autres en train de négocier, on m'a donné. Je suis allé lui faire écouter. Il dit quoi? Ah bon? Ça sous mon dos? J'ai 6 députés. On dit apporte. Il nous a donc apporté ces 6 députés. On avait déjà la majorité. Les autres ont donc rejoint les rangs, ont occupé des postes. Et le pouvoir a décidé de les ridiculiser. On a dit à Kodok, on va te donner des députés, des postes de ministre. Mais tu ne vas y nommer que les bassards. Écoutez bien. Il a pris un certain Niamey, ministre de Travail. Il a pris
Massoua 2, Bernard. Au sport. Au sport, tout ça. Donc on voulait le rendre ridicule. Et c'est ça le pouvoir. Comment il vous donne sans vous donner? Parce que quand vous parlez de l'union, là, il faut savoir que dans l'union, tout peut se faire, tout peut se passer. Vous avez des gens qui crient fort juste pour attirer l'attention sur eux, parce qu'ils ont une vision qui n'est pas la vôtre. Voilà comment l'opposition, on venait de voler le vote de Froundi. Mais le peuple s'est est-ce qu'il était possible de voler un vote, puisque la Cour suprême avait déclaré le président Biya vainqueur sur la barre des procès? Non, écoutez, quand vous êtes dans un pays où c'est moi qui nomme le président de la Cour suprême, il sait que j'ai le droit de vie, de mort sur lui. Vous attendez quoi de lui? Quand à Tangana, on lui dit qu'apporter les PV, il dit irrecevable. Quand on vous dit d'apporter la preuve de quelque chose, quand vous dites irrecevable, ça veut dire que vous utilisez la force et non le droit. Or, chaque fois que vous êtes au pouvoir et que vous pensez que la police n'est pas une police pour défendre les libertés et les biens des populations, c'est une police pour défendre votre pouvoir, vous voulez que le pauvre peuple fasse quoi? Mais justement, la question c'est que pourquoi John Froundi, si tant est que, comme vous le dites, on sait qu'officiellement Paul Biya a gagné en 92, pourquoi John Froundi n'a pas revendiqué sa victoire? Parce que il a tenté et j'ai expérimenté quelque chose. J'ai vu la solidarité quand j'étais pendant cette période-là. Vous savez, chez nous, je dis chez nous en te regardant, à Bouddha même, chez toi et moi, on dit que quoi? Si ce n'est pas moi, on jette dans l'eau. Chez les autres là, les boulous là, on dit à Sikime, à Nemonyawa, que si c'est pas moi, on donne à mon frère. Donc, nous nous sommes retrouvés ce jour-là avec le principe à Sikime, à Nemonyawa, par Achidi Achou. Quand on change le vote et Froundi s'agite, Achidi Achou, paix à son âme, dans notre comité déclare ceci: avec Nahangri, mais des guis Smochop avec Nahangri. Et on est allé lui donner le Smochop. Combien? Non, laisse ça. Le montant, ça importe peu. Il a pris. Ce sont vos mémoires. L'essentiel, c'est qu'il a pris. Il a pris. Les déclarations récentes de l'opposant camerounais Albert Nzongang sur les élections présidentielles de 1992, tenues dans un Cameroun encore fragile et en quête de maturité démocratique, constituent un tournant narratif et historique qui mérite d'être analysé à la lumière de plusieurs éléments essentiels. L'homme politique, aujourd'hui détaché du pouvoir, semble prendre plaisir à dérouler devant les caméras les scènes d'un passé douloureux, avec une légèreté qui contraste violemment avec le poids historique et les conséquences de ses propos. Dans l'extrait diffusé par Balafon TV, il reconnaît sans détour que Paul Biya a perdu les élections présidentielles de 1992 et que lui-même, avec d'autres membres du RDPC, a été un artisan direct de la fraude qui a permis de maintenir le président en place. Loin d'un aveu sincère, ses propos prennent la forme d'une confession détachée, presque désinvolte, comme si la trahison de la volonté populaire ne constituait qu'un épisode anecdotique dans la construction de l'État postcolonial camerounais. Le premier choc que provoque ces révélations réside dans leur crudité. Nzongang n'essaie pas d'atténuer les faits. Il les assume, il les revendique presque. Il reconnaît non seulement avoir participé à une manipulation électorale à grande échelle, mais il affirme en avoir été l'instigateur. En cela, il ne se contente pas de confesser un crime politique. Il en fait une stratégie consciente, préméditée, guidée non par une quelconque obligation morale, mais par des considérations identitaires, ethniques et psychologiques. Il dresse un portrait de la scène politique camerounaise de 1992 comme un théâtre où les consciences individuelles étaient invitées à choisir non entre la vérité et le mensonge, mais entre le pouvoir et l'exclusion. Ainsi, dès le début, sa narration impose une question majeure. Peut-on sacrifier la volonté du peuple au nom d'une prétendue stabilité politique ou d'une peur irrationnelle de l'altérité politique? L'élection de 1992 est pourtant un moment charnière dans l'histoire du Cameroun. Après de longues années de régime autoritaire sous le parti unique, l'ouverture démocratique promise par le vent de la conférence nationale souveraine soufflant depuis le Bénin, où le Zaïre faisait miroiter aux peuples africains la possibilité d'un renouveau. John Froundi,
leader du Social Democratic Front, SDF, incarnait cette aspiration au changement. Sa popularité grandissante, notamment dans les régions anglophones, mais aussi dans plusieurs zones francophones, traduisait un désir profond de rupture avec un régime perçu comme figé, vieillissant et autoritaire. Nzongang confirme que Fru Ndi avait effectivement gagné les élections dans presque toutes les régions du pays, y compris à l'Est, traditionnel bastion du pouvoir, c'est reconnaître que le RDPC n'avait plus de légitimité populaire. Cela pose un dilemme moral et politique fondamental. Un pouvoir sans légitimité populaire peut-il encore être considéré comme un État démocratique? Mais au-delà de la reconnaissance de la fraude, ce sont les justifications avancées par Nzongang qui donnent à ces propos une dimension encore plus inquiétante. L'ancien cadre du RDPC explique que la victoire de Fru Ndi posait un problème de conscience pour les élites du pouvoir. Selon lui, il fallait se poser une question existentielle. Pouvait-on laisser Fru Ndi gouverner le Cameroun? Et la réponse, quasi unanime selon ses dires, fut non. Pourquoi? Parce que Fru Ndi était perçu comme un sorcier, un être dangereux, imprévisible, porté par une vague de popularité quasi mystique. À travers cette image de l'apprenti sorcier, Nzongang exprime une peur irrationnelle de l'inconnu, de l'alternance, du changement. Cette peur, bien loin d'être rationnelle ou politique, est teintée d'une lecture ésotérique du pouvoir, comme si celui-ci était une essence sacrée que seuls les initiés pouvaient manipuler. Ce n'est donc pas seulement une opposition politique qu'on redoute en Fru Ndi, mais une altérité métaphysique, une figure qui perturbe l'ordre établi par sa seule existence. On découvre également à travers cette confession un système de manipulation institutionnalisé où la fraude électorale n'est pas un accident, mais une norme acceptée, planifiée, exécutée froidement. Le nom des acteurs cités par Nzongang n'est pas anodin. Il évoque une réunion au centre Foshiv, du nom du tristement célèbre chef de la police politique camerounaise Souaïdjo, symbole du contrôle social et de la répression. Il y était question de composer une stratégie pour empêcher Fru Ndi d'accéder au pouvoir. Et parmi les personnes présentes, plusieurs figures de l'appareil d'État, de la sécurité, de la communication. C'est donc une machine entière qui s'est mise en marche pour faire barrage à la volonté populaire. Cela soulève des questions cruciales sur la nature même du pouvoir politique au Cameroun. Est-il le fruit d'un contrat social fondé sur des règles claires et acceptées, ou le résultat de pactes occultes passés entre élites pour maintenir un ordre établi? Une autre dimension choquante du témoignage de Nzongang est la reconnaissance du rôle de l'argent dans l'échec de la transition démocratique. Il décrit avec précision les mécanismes de corruption employés pour acheter les députés de l'opposition, notamment ceux de l'UNDP dans la région de Bambuto. Chaque député aurait reçu jusqu'à 30 millions de francs CFA, une somme colossale à l'époque, en échange de sa démission ou de son ralliement. Le comble de l'ironie, c'est que même cet achat massif des consciences fut un échec technique. Les suppléants, qui n'avaient pas été pris en compte, prirent automatiquement la relève, réduisant à néant l'investissement. Mais le plus important reste ailleurs. Cet épisode prouve que l'État camerounais, dès cette époque, fonctionnait sur la base d'un système d'achat de loyauté, de clientélisme, de marchandage de la souveraineté populaire. Cela jette une lumière crue sur les racines profondes de la corruption qui gangrène encore aujourd'hui l'appareil politique du pays. Dans cette fresque que dépeint Nzongang, les figures de l'opposition ne sortent pas indemnes. Il les accuse d'être venus négocier avec le RDPC en pleine nuit, trahissant ainsi la confiance de leurs électeurs. Cette révélation, si elle est véridique, traduit l'état de déliquescence morale d'une classe politique camerounaise incapable d'assumer son rôle de contre-pouvoir. Si ceux-là même qui devaient incarner le changement se précipitaient pour négocier des postes, des privilèges ou des garanties personnelles, alors le problème ne résidait pas seulement dans la fraude du RDPC, mais dans l'inauthenticité du projet politique de l'opposition. Cela expliquerait en partie pourquoi l'élan populaire suscité par la candidature de Fru Ndi ne s'est jamais transformé en une force structurée capable de menacer sérieusement le pouvoir en place. Plus profondément encore, les propos d'Albert Nzongang illustrent une réalité tragique de la politique camerounaise postcoloniale. L'ethnicisation du pouvoir. Lorsqu'il oppose la logique du « si ce n'est pas moi », on jette dans l'eau des Bamileke à celle du « si ce n'est pas moi », on donne à mon frère des boulous. Il met en lumière l'un des problèmes les plus persistants du Cameroun contemporain, l'incapacité à construire un projet national commun transcendant les clivages identitaires. En banalisant cette réalité, Nzongang ne fait pas qu'en témoigner. Il la valide, il la normalise, il en fait une règle du jeu politique. L'ironie amère qui se dégage de ce témoignage réside dans la lucidité tardive dont fait preuve Nzongang. Il reconnaît avoir trahi l'histoire, mais il affirme que cette trahison devait être un jour racontée. Or, cette prétention à écrire l'histoire est elle-même problématique. Car écrire l'histoire n'est pas seulement raconter des faits, c'est les inscrire dans une mémoire collective, c'est les juger à l'aune de valeurs universelles, c'est reconnaître les victimes,
dénoncer les coupables et proposer des réparations. En ce sens, le témoignage de Nzongang n'est pas une tentative d'assumer la responsabilité d'un crime politique. C'est un acte de déculpabilisation publique. Il transforme un acte de trahison en anecdote de vestiaire, une manœuvre de fraude électorale en prouesse tactique. Et ce faisant, il banalise l'injustice, il relativise le crime, il désacralise le suffrage universel. La dernière partie de son intervention, qui porte sur la manière dont le pouvoir a ridiculisé ceux qui l'ont aidé à se maintenir, notamment Kodok et ses alliés, révèle un autre aspect fondamental de la logique du régime, l'utilisation cynique de l'alliance politique. Le pouvoir, selon Nzongang, n'a jamais eu l'intention d'honorer ses engagements. Il a donné des postes symboliques à ses alliés pour mieux les affaiblir, pour les vider de leur substance, pour les transformer en pantins. Là encore, l'histoire semble se répéter indéfiniment dans le jeu politique camerounais. Ceux qui pactisent avec le régime finissent toujours humiliés, trahis, marginalisés. Car dans un système fondé sur la trahison, il n'existe pas de loyauté stable. Il n'y a que des intérêts immédiats, des calculs froids, des alliances éphémères. Les révélations de Nzongang, bien que choquantes, doivent aussi être situées dans leur contexte actuel. En les formulant aujourd'hui, plus de 30 ans après les faits, il ne prend aucun risque politique. Il ne s'agit donc pas d'un acte de courage ou de repentance, mais d'un repositionnement stratégique. Il cherche à exister dans l'espace public en capitalisant sur le sensationnalisme, sur la mémoire blessée du peuple camerounais. Mais cette démarche soulève une autre question. Pourquoi les institutions judiciaires, politiques, universitaires ne se saisissent-elles pas de tels aveux pour ouvrir un débat national sur la vérité, la réconciliation, la refondation démocratique? Car au-delà du scandale, c'est un appel à la justice historique que contiennent ces propos. Le peuple camerounais a-t-il le droit de savoir ce qui s'est réellement passé en 1992? A-t-il le droit d'exiger des comptes à ceux qui ont délibérément saboté sa volonté? A-t-il le droit à une mémoire réhabilitée, à une démocratie réparée? En définitive, l'intervention d'Albert Nzongang ne doit pas être comprise comme un simple témoignage parmi d'autres. Elle est une pièce essentielle d'un puzzle historique longtemps dissimulé. Elle confirme ce que beaucoup savaient sans pouvoir le prouver. Que la démocratie camerounaise a été avortée dans les laboratoires secrets du pouvoir, que la volonté populaire a été trahie par ceux-là même qui prétendaient la servir, et que cette trahison a été justifiée au nom d'intérêts ethniques, d'équilibres fictifs, de peurs irrationnelles. Il appartient désormais aux intellectuels, aux juristes, aux historiens et surtout aux citoyens d'en tirer toutes les conséquences. La lucidité brutale des déclarations d'Albert Nzongang remet en perspective une époque que beaucoup préféraient enfouir sous le tapis de l'oubli collectif. Ce n'est pas tant la révélation du trucage des élections de 1992 qui choque, car comme il l'affirme, cela relevait déjà du secret de Polichinelle, mais plutôt la banalité avec laquelle cet événement est rapporté. Une banalité désarmante qui montre à quel point la culture de la manipulation électorale est non seulement tolérée, mais assumée comme un art de gouverner. Plus encore, ces révélations mettent à nu un système où la défaite démocratique devient un exercice de recomposition stratégique entre élites, au détriment de la volonté populaire. Nzongang ne fait pas que confesser une participation à un coup d'État électoral. Il expose un mode opératoire devenu coutumier dans nombre de régimes africains. L'analyse de ces propos laisse entrevoir une conscience lucide de la gravité de ce qui s'est joué en 1992. L'homme n'affiche ni honte ni remords, mais une volonté assumée de revisiter les faits en les plaçant dans le contexte d'un dilemme moral et politique. Il ne s'agit pas simplement d'avoir empêché ni John Fruendi d'accéder au pouvoir, mais de l'avoir fait au nom d'une certaine lecture de l'histoire, d'une peur panique d'un apprenti sorcier, aux portes d'un pouvoir supposément trop complexe pour des mains novices. Une posture qui rappelle les mécanismes de légitimation des dictatures les plus anciennes. Préserver l'état de la déraison démocratique, même au prix du mensonge, de la corruption et de la manipulation. Nzongang évoque des scènes où les membres du pouvoir de l'époque, réunis dans l'ombre, ont scellé le destin d'une nation en sacrifiant la vérité des urnes. Dans ce récit, la démocratie devient une variable d'ajustement, soumise au calcul des hommes forts du moment. Il décrit une situation où la défaite de Paul Biya était un fait établi, et où la seule question qui se posait n'était pas de respecter les résultats, mais de savoir comment les falsifier au nom d'un prétendu intérêt supérieur. Ce cynisme politique, parfaitement assumé, révèle l'infrastructure mentale d'un régime qui considère la volonté populaire non comme une force souveraine, mais comme une nuisance à neutraliser. Il faut également s'arrêter sur la manière dont Nzongang décrit l'opposition elle-même. Il ne s'agit pas d'une force structurée et cohérente, mais d'un agglomérat de personnalités plus préoccupées par les postes ministériels et les jeux d'influence que par la sauvegarde du suffrage populaire. Là encore,
L'échec de l'opposition n'est pas tendu à la brutalité du régime en place qu'à la vénalité de certains de ses membres, prêts à monnayer leur victoire au lieu de l'imposer. En révélant que beaucoup de ses députés venaient négocier avec le RDPC en pleine nuit, Nzongang montre que la trahison n'était pas l'apanage du pouvoir en place. L'opposition a failli à sa mission historique, incapable de faire bloc, de porter une vision, de défendre une légitimité pourtant reconnue. La description des tractations autour de l'Assemblée nationale est tout aussi édifiante. Le pouvoir, conscient du basculement institutionnel que représentait une majorité parlementaire d'opposition, envisage un moment un coup d'État ou la dissolution de l'Assemblée. Mais ce qui sauve le régime n'est ni la force brute ni l'ingéniosité politique, mais la corruption systémique. À coups de millions, des députés sont achetés, d'autres sont manipulés, certains encore sont tout simplement remplacés. L'argent coule à flot pour sauver un régime à bout de souffle, et ce n'est pas tant la résistance politique que la naïveté juridique du RDPC qui faillit lui coûter cher, en oubliant que les suppléants peuvent remplacer les démissionnaires. Une anecdote qui, en soi, illustre le fonctionnement d'un système où la technique légale n'est qu'un détail secondaire dans un théâtre d'ombre orchestré par la ruse, l'intimidation et le chantage. Mais au-delà des faits, c'est l'idéologie sous-jacente qui mérite l'attention. Nzongang justifie l'éviction de Fruendi en invoquant une peur quasi-ethnique. Il évoque ses souvenirs d'enfance, liés à la répression de l'UPC, pour légitimer son rejet de l'accession au pouvoir d'un homme qu'il perçoit comme l'héritier d'un désordre ancien, d'un traumatisme collectif non résolu. Cette instrumentalisation du passé, aussi personnelle soit-elle, sert de prisme à une lecture conservatrice du pouvoir. La stabilité avant tout, même si cela implique l'illégalité. Une vision où le changement est perçu comme une menace, où toute remise en cause du statu quo est assimilée à une expérience dangereuse pour la nation. L'opposition, quant à elle, n'en sort pas grandie. Nzongang décrit un univers où chacun rêve d'être Premier ministre, où les égos s'entrechoquent, où les intérêts personnels prennent le pas sur l'intérêt collectif. Dans cette galerie de portraits, les leaders de l'opposition ressemblent davantage à des clients dans une foire au poste qu'à des combattants de la démocratie. Le pouvoir, voyant cela, comprend rapidement que l'alternance ne se fera pas dans la rue, ni par la force, ni par l'unité, mais par la compromission. Et c'est ainsi que s'installe un régime de cooptation généralisée où les opposants les plus bruyants finissent par être intégrés, achetés ou rendus inoffensifs. L'évocation du rôle de figures comme Boubé, Bello ou Fauchèvre dans la stratégie de consolidation du pouvoir met en lumière un autre aspect, celui des alliances tactiques fondées sur la menace de rébellion régionale. La mise en scène de la colère des nordistes trahit l'invocation du spectre d'une fracture géographique ou ethnique sert ici de levier politique. On brandit la menace d'un soulèvement pour obtenir plus de députés, plus de poids dans la recomposition du pouvoir. Cette stratégie, habile mais destructrice, joue avec le feu identitaire et transforme le champ politique en poudrière permanente. La stabilité n'est plus un objectif commun, mais une illusion maintenue par la peur de l'explosion. Nzongang, dans ses propos, illustre à merveille cette logique de donner sans donner qui structure le fonctionnement du régime camerounais. Il explique comment Kodok, une fois coopté, fut autorisé à nommer des ministres mais uniquement parmi des personnalités dévalorisées, comme pour lui rappeler qu'il restait un invité dans une maison qui ne lui appartenait pas. Ce type de gouvernance symbolique, où l'on offre des titres vides de sens pour calmer les ambitions, est au cœur du pouvoir postcolonial en Afrique. Il s'agit de neutraliser sans affronter, de dominer sans provoquer, de corrompre sans reconnaître. En fin de compte, le témoignage d'Albert Nzongang est plus qu'une confession. C'est une cartographie détaillée du pouvoir au Cameroun. Il ne s'agit pas d'un accident de parcours ou d'une trahison ponctuelle, mais d'un système enraciné dans une logique où la démocratie est tolérée comme décor, jamais comme principe. Sa description crue des mécanismes de tricherie, de manipulation et de cooptation n'a rien d'exceptionnel dans les régimes autoritaires. Ce qui fait la spécificité du cas camerounais, c'est peut-être la longévité de ce système, son adaptabilité, sa capacité à transformer chaque crise en opportunité de renforcement. Le peuple, dans ce récit, est totalement absent, non pas parce qu'il n'a pas voté, mais parce qu'il n'a pas compté. On ne parle jamais de sa souffrance, de sa frustration, de sa colère, de ses espoirs.